Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des principaux blocages que tu peux rencontrer pour investir dans l'immobilier et notamment dans les lots de garage qui, comme tu sais, sont mon dada favori puisque j'en ai acheté plus de 250 en 11 ans. Alors, on va parler de taux d'endettement, on va parler des contraintes du HCSF, mais pas que. On parlera aussi de comment est-ce qu'on recherche efficacement un lot de garage, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer par exemple pour analyser la qualité d'un lot de garage. Bref, je vais te donner plein de conseils pour que tu puisses avancer dans tes projets d'investissement. Pour résumer, cette vidéo elle fait partie d'une série de 4 vidéos. Les deux premières sont disponibles. Dans la première, je t'ai montré mon plan d'investissement pour les années 2023, 2024 et suivants, avec comment est-ce que je répartissais mon argent entre l'immobilier, les obligations, l'épargne et les actions, avec à chaque fois des conseils et je t'expliquais pourquoi, en fonction de la situation économique, j'avais fait tel ou tel choix. Dans la deuxième vidéo, je t'ai expliqué les 6 investissements dans lesquels j'allais miser dans les années à venir, à savoir principalement la production d'énergie, d'eau, éviter les consommations d'énergie, faire de la production alimentaire pour lutter contre l'inflation, investir en moi et rechercher des lots de parking et garage rentables. Alors, je continue dans les parkings et les garages, notamment pour des problématiques de financement, parce que en fait, si j'ai acheté autant de parkings et de garages dans ma vie, c'est parce que je les ai achetés à crédit. C'est on va dire très facile de construire un patrimoine grâce à l'effet de levier. Donc pour rappel, l'effet de levier, c'est j'ai je sais pas 1000 € sur mon compte en banque, je vais emprunter 10 000 €, donc 10 fois plus à la banque, et je rembourse cet argent-là avec l'argent du locataire. Si je suis bon et que je fais les bonnes affaires, l'argent des locataires, c'est-à-dire le loyer, va payer mes charges, mes impôts, et l'opération est équilibrée. Si je suis très bon, il me reste un peu d'argent à la fin du mois. Et puis si j'investis dans des grandes villes avec des rendements qui sont moyens, forcément le loyer du locataire il ne va pas tout payer. Donc je serai obligé de prendre sur mon salaire pour payer à la fin du mois. Encore, c'est un petit peu moins efficace. Mais ça n'empêche que tu t'enrichis parce que tous les mois, dès que tu rembourses du capital à la banque, alors certes c'est de l'argent que tu ne vois pas parce que c'est piégé on va dire dans ton immobilier, c'est illiquide, tu ne peux pas t'en servir, mais tous les mois, tout ce que tu rembourses à ta banque, c'est de l'enrichissement, c'est un peu de l'épargne forcée. Donc moi je suis fan de ce mode en fait d'enrichissement et c'est pour ça que je préfère largement à rendement égal par exemple, et je ne dis pas que c'est le cas, mais si j'avais le choix entre une action, une part de société et un bien immobilier à rendement égal, je choisis l'immobilier parce que je peux l'acheter à crédit, alors que jamais une banque va me prêter de l'argent pour acheter mon action à crédit. Malheureusement, depuis 2021, je crois, ça date le décret du Haut Conseil à la stabilité financière, tu tapes décret HCSF, au Conseil à la stabilité financière, on a des nouvelles règles de calcul au niveau des taux d'endettement. Avant, on avait le taux d'endettement, c'était calculé différemment en fonction des établissements bancaires. Le maximum, c'était 33% des revenus, mais il y a certaines banques en fait qui appliquaient ce qu'on appelle le calcul différentiel, qui était basé sur le réel de ce que tu faisais entre les loyers, l'emprunt, s'il te restait de l'argent, etc. Et donc moi, par exemple, mon taux d'endettement actuel, il est de 0, puisque en fait, calculé par ma banque, ça donne 0. Par contre, la contrainte du Haut Conseil à la stabilité financière, c'est une nouvelle formule qui a été appliquée à tous les établissements bancaires par décret, d'accord? Donc c'est gravé dans la loi, ils ne peuvent pas faire autrement, ils n'ont pas le choix, et ça a eu pour objectif, on va dire, donc la stabilité financière, mais d'enrayer, on va dire, la vague de crédit et de la ralentir pour casser un petit peu et ralentir le marché immobilier, compenser en surchauffe. Alors là, les effets se font sentir, puisqu'on commence à avoir des baisses de vente en volume, donc après les prix, on verra si ça suit, et si ça suit à la même vitesse partout, mais ça, personne n'a de boule de cristal pour le savoir. Donc du coup, il y a quand même pas mal de personnes qui aujourd'hui se retrouvent bloquées. Je suis dans cette situation aussi. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 2 semaines, donc au mois d'août 2023, en fait, j'ai eu un petit coup de fil de ma banquière pour une opération tout à fait anodine, et elle en a profité pour m'annoncer son départ. Donc elle passe en fait dans une... elle s'en va au siège pour former les nouveaux conseillers et faire un petit peu de valider, on va dire, les gros dossiers qui ne peuvent pas être validés en agence. Donc grosso modo, je perds mon plus gros atout. Malheureusement, voilà, je lui ai dit tout le bien que je pensais. Je l'ai remercié beaucoup parce que en fait, en 10 ans, on a eu le temps de financer, je sais pas, 9 ou 10 opérations ensemble sur des centaines de milliers d'euros qu'elle m'a prêté, et si aujourd'hui je suis dans la situation où je suis, c'est en partie grâce à elle. Alors il y a du travail, etc., mais c'est quand même important d'avoir une bonne relation avec son banquier, et donc voilà, même pour moi je pense que ça va être compliqué d'obtenir des financements à venir, mais
rien n'est perdu, il y a toujours des solutions en matière de financement parce que le banquier, c'est avant tout un commerçant. D'accord, c'est quelqu'un qui est là pour gagner de l'argent, il fait du commerce avec un bien un peu particulier qui est l'argent. D'accord, c'est-à-dire que ce n'est pas un commerçant automobile, ce n'est pas un commerçant une grande surface. Lui, ce qu'il vend, c'est de l'argent. D'accord, donc il le garde pour le prêter à des entreprises, mais surtout il en crée. D'accord, c'est-à-dire que par un coup de baguette magique, tu peux ressortir avec 200 000 € qui viennent de l'Ether. D'accord, c'est-à-dire que c'est juste une opération informatique comptable. Les 200 000 €, ils n'ont pas besoin d'avoir été prêtés par quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'avoir des dépôts, c'est juste créé comme ça. Et là, du coup, ce qu'on est en train d'assister, c'est en fait à moins de création d'argent comme ça. Donc forcément, eh bien, tout le monde va se mettre à courir après l'argent parce que quand on est dans des périodes où on crée de l'argent facilement, l'argent est bien réparti, c'est facile d'en trouver parce qu'il y a des aides, parce que le commerce tourne bien, etc. Mais quand le volume d'argent diminue, que les revenus baissent parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'il y a moins de pouvoir d'achat, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On dépense moins, on le garde pour soi, donc ça circule moins. On rembourse ses dettes, donc forcément, le masse d'argent disponible dans le monde diminue et donc on arrive à des contractions économiques. Et puis après ça repart, c'est un petit peu comme une respiration. La croissance économique, ça a toujours été basé sur des cycles, c'est-à-dire que quand on inspire et qu'on expire, voilà, le cycle économique c'est la même chose, on crée de l'argent, il y a de la croissance, on rembourse les dettes, il y a de la destruction de valeur, de la récession, de la destruction économique, et puis on repart avec une nouvelle phase et ainsi de suite, d'accord? Donc là, pour moi, on est rentré dans une phase de contraction où on commence, moi le premier notamment, à vouloir me désendetter et à faire attention aux dépenses, puisque comme je te le disais dans la première vidéo, j'ai refait un petit budget pour voir où est-ce que l'argent partait tous les mois. Alors le sujet, comment je peux t'aider sur le HCSF? Donc, si tu peux augmenter tes revenus, c'est le moment de le faire, soit en travaillant plus, soit en prenant un boulot à côté, soit en économisant de l'argent, soit en valorisant tes loyers par exemple, d'accord? Donc moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train d'adapter mon entreprise à une baisse de revenus, d'accord? Donc on en reparlera dans la prochaine vidéo, mais je vais sûrement repasser en dessous du seuil de TVA pour pouvoir baisser mes prix justement, et parce que si les gens ont moins d'argent, ils ont moins d'argent aussi pour investir, donc si je baisse mes prix de formation, eh bien c'est bien pour tout le monde. Moi c'est de la TVA que j'évite, donc c'est pas mal aussi. La seule contrainte, c'est qu'effectivement je repasse en dessous d'un seuil, donc je peux pas le redépasser comme ça, c'est pas voilà, stratégiquement ce sera pas bon. Je réduis mes charges aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai revalorisé mes loyers, c'est-à-dire que grosso modo dans l'ensemble, dépendant des lots, j'ai augmenté de 10 à 15% les loyers, ça dépend un peu de l'ancienneté, des emplacements, etc. Mais du coup j'ai augmenté mes revenus parce que la formule du HCSF, elle est gravée dans le marbre et elle dépend de tes revenus et de ton taux d'endettement. Donc grosso modo, tu peux jouer sur les deux. Moi, je joue sur la partie revenus, d'accord? C'est-à-dire que ce que je perds par exemple d'un côté en salaire, je vais le regagner dans les loyers. Et si ma mensualité elle reste la même, forcément, mécaniquement, dans ma formule, mon taux d'effort s'améliore, d'accord? Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc que tu peux jouer, c'est sur la dette. C'est-à-dire que si tu étales ta dette, par exemple, tu dis, tiens, je vais rallonger mes prêts. Comme j'ai emprunté pas cher, ça va pas me coûter bien plus cher de remettre 5 ans, par exemple, ou d'allonger de 3 ans mon prêt. Et donc là, du coup, hop, tu fais diminuer ta mensualité. Tu augmentes certes le coût de ton crédit, mais bon, en général, comme c'est de l'investissement locatif, c'est déductible, donc c'est pas très grave. Et mécaniquement, forcément, dans la formule, la mensualité, elle va peser moins lourd. Tu peux aussi rembourser ton prêt par anticipation. Alors ça se calcule. Parce que quand on a emprunté pas cher, c'est pas forcément une bonne solution de mettre du cash pour rembourser les crédits. En tout cas, sur le locatif, je vois pas vraiment l'intérêt, ou alors vraiment si tu as une très bonne occasion qui arrive et puis tu as un emprunt qui doit se solder dans 1 an et puis il reste pas beaucoup de capital, là effectivement ça peut valoir le coup pour artificiellement, on va dire, améliorer ta situation bancaire, faire des choses comme ça. Donc ça c'est les deux, on va dire les deux choses qui sont vraiment à travailler, on peut tous le faire. On peut aussi bien évidemment utiliser enfin le cash. J'espère que tu as fait des réserves d'épargne pendant les années fastes, parce que dans les années qui sont moins fastes, on dit que l'argent redevient roi, parce que effectivement, aujourd'hui, les banques, elles vont demander des apports. Pourquoi est-ce qu'elles demandent des apports? Parce que effectivement, si on est sur un marché dont les prix commencent à baisser, si la banque elle te prête à 110%, elle te prête les frais de notaire, les frais d'agence, les travaux, plus le bien immobilier,
Le marché, il se casse la figure, d'accord? Donc du coup, admettons, tu es obligé de revendre au bout de 3 ans parce que tu divorces ou tu déménages, tu revends ton bien. Tu as payé quand même les frais de notaire, les frais d'agence, donc à peu près 15% de la valeur du bien, en plus, la banque t'a prêté, plus les travaux, etc. Et ton bien, il a perdu, allez, je sais pas moi, on va dire 15% en 3 ans. Donc grosso modo, tu n'auras même pas remboursé en fait le capital par rapport au prix de vente. C'est-à-dire que tu vas vendre moins cher que le capital qui reste tendu à la banque. Donc ça, la banque, pour se protéger de ça, eh ben, elle va arrêter de te prêter les frais de notaire ou elle va te demander des apports supplémentaires ou elle ne va pas te prêter pour les travaux. Bref, elle va en fait te demander de te prêter moins. Comme ça, si la valeur du bien chute, eh ben, elle, comme elle t'a prêté moins, elle a moins de chances en fait d'avoir des pertes si tu es forcé de revendre rapidement. Donc voilà, donc ça peut être très intéressant. C'est pour ça que moi, j'ai gardé en fait tout l'argent que j'avais mis de côté. J'en ai investi beaucoup dans ma résidence principale. Là, on est dans la partie verger de ma résidence principale, parce que dans la dernière vidéo, je t'avais dit que j'avais investi beaucoup dans les arbres fruitiers. Voilà, c'est très agréable d'être ici, parce que voilà, c'est doux comme climat, on peut manger, c'est vraiment chouette. Puis le vert, hein, c'est bon pour tout le monde. C'est pour ça que voilà, je pense de plus en plus de vidéos dans des décors comme ça, un petit peu verts, parce que je pense que ça passe mieux que mon bureau. J'attends ton commentaire de me dire si tu préfères des décors comme ça ou si tu veux que je retourne en intérieur. Ce sera avec plaisir, dis-le moi dans les commentaires. Donc je me suis égaré. Ouais, le cash c'est roi, et donc du coup ma stratégie à moi, ça va être de payer les prochains lots probablement cash, d'accord. Donc ça veut dire que je vais rechercher des lots qui sont moins importants, grosso modo, voilà, entre 10 000 et allez, 70 80 000 euros. C'est à peu près le cash que je suis prêt à mettre pour les prochains investissements sans me mettre en danger. Donc l'idée, c'est de me passer de la banque. Quand j'investis là-dedans, eh ben, mécaniquement j'augmente mes revenus, j'ai pas de prêt à rembourser, donc pareil, je fais baisser en fait mon taux d'effort du HCSF. J'ai mon premier emprunt qui va être remboursé de garage qui va être remboursé en mars 2024, donc c'est pareil, là je suis en train de jouer sur les deux tableaux, et si l'opportunité se présente avant et que je dois faire un emprunt avant, j'hésiterai pas à solder ce prêt-là pour pouvoir effectivement améliorer la formule. Donc ça c'est très important. Donc c'est pour ça que investir dans les lots de garage ou des parkings ou des petits appartements éventuellement, mais je ne suis pas sûr que les prix conviennent, c'est intéressant parce que c'est accessible à tout le monde, d'accord. La plupart des gens qui s'intéressent à l'investissement, ils ont peut-être 10, 15, 20 000 euros de côté, et donc ça peut être le prix d'un petit lot de garage dans une campagne ou un garage dans une grande ville, et ça génère des revenus automatiquement très rapidement, et donc ça fait baisser mécaniquement le taux d'effort du HCSF et ça augmente ta capacité de crédit. Autre solution, mais là on passe sur, on va dire, des choses un petit peu plus complexes, on va maquiller la mariée, d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des banques, et ma banquière, voilà, on était un peu spécialiste de ça, enfin elle était spécialiste de ça, et puis elle m'a donné tous les bons tuyaux pour maquiller la mariée. C'est-à-dire que des fois, les banquiers, ils ont besoin de prêter, mais il faut qu'ils passent à côté en fait du décret. Et donc voilà, ils vont entre guillemets tricher, c'est-à-dire qu'ils vont regarder, il y a des gens au siège qui ont regardé le décret, qui l'ont lu et qui derrière ont créé des documents en disant voilà, si vous avez besoin de prêter à telle ou telle personne, vous pouvez passer par tel ou tel chemin pour que ça ne rentre pas dans les critères HCSF. Un des chemins qui peut être considéré, et ça dépend des réseaux bancaires et ça dépend de la relation que tu as avec ton banquier, etc. Mais ça va être notamment de passer par des SCI, des SAS qui peuvent être considérés comme des outils professionnels, et donc dans ce cas-là, on est sur du prêt pro et on ne rentre pas dans les critères du Haut Conseil à la stabilité financière. Donc voilà, donc ça fait partie des petites combines. Des combines comme ça, j'en ai plein, d'accord. Après, je ne peux pas toutes les partager avec toi parce que il faut bien que j'en garde pour les clients qui me font confiance et qui se forment à mes côtés. Mais en tout cas, voilà, au niveau crédit, même si ça va être compliqué dans les années à venir, il ne faut pas perdre espoir et il faut continuer à travailler la qualité de son dossier, parce que les banques, elles auront toujours besoin de prêter, parce que c'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent. Et donc forcément, si tu es dans le haut du panier, que tu présentes des meilleurs profils, moins de risques à un instant T, tu seras toujours dans le haut du panier et on aura toujours tendance à plus te prêter toi-même, et voilà, peut-être quelquefois à passer à côté, on va dire, des règles du décret HCSF, quoi. Donc voilà, donc c'est pas tout rose, c'est sûr que ça se resserre, il y a de moins en moins de prêts qui sont émis, donc voilà, il va vraiment falloir être très tactique, très stratégique sur ce dossier-là. Est-ce que j'ai oublié des choses? Avant de parler analyse de garage, ouais, ce que je voulais te dire, c'est aussi que
en investissement dans les parkings et les garages, les banquiers ils sont pas fous, ils savent que ce sont des investissements rentables qui génèrent peu de charges, ils savent que d'avoir 10 locataires pour faire 500 € de loyer, c'est mieux que d'avoir un seul locataire qui fait 500 € de loyer, voilà, donc ils savent que c'est mieux d'avoir des emplacements différenciés dans plusieurs villes, bref, ils sont au courant de tout ça. D'accord. Et s'ils ne le sont pas, il faut leur expliquer. Mais grosso modo, ils le voient et ça améliore aussi la qualité de ton dossier et ta capacité d'emprunt. Donc voilà pour la petite histoire. Alors, concernant les recherches de lots de garage, on a plusieurs problèmes qui se posent à nous. Les principaux, c'est de savoir où est-ce qu'on cherche, comment on cherche et une fois qu'on l'a trouvé, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. Alors, en termes de recherche, la première erreur qui est commise, c'est qu'on veut chercher trop près de chez soi. Parce que, effectivement, c'est facile. Si tu achètes au pied de chez toi, tu connais toutes les problématiques de stationnement, tu connais tes voisins, tu sais combien ça va se louer parce que c'est ton quartier. Si tu vas dans une ville à 200 km où tu n'as jamais mis les pieds, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir toutes ces informations-là. Après, ça se fait. Il y a plein d'outils, notamment sur Internet, pour te permettre d'évaluer la qualité de la demande, l'emplacement, les prix du quartier. Enfin bon, voilà, il y a plein d'informations que tu peux aller voir juste avant de te déplacer. Et puis après, il y a d'autres informations que tu vas aller sur place. Donc moi, je te conseille en fait de t'éloigner de ton domicile. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est que plus tu allais dans les villes de taille petite à moyenne et plus les rendements sont élevés. Donc plus les rendements sont élevés, plus tu vas avoir du cash flow à la fin de l'année et tu pourras réemprunter et faire un cycle vertueux et d'acheter des garages tous les ans. Si tu achètes dans les grandes villes, effectivement tu risques d'avoir des rendements qui sont moindres. Après tu auras sans doute des plus-values qui seront plus fortes, mais ça implique c'est une stratégie qui est un petit peu différente. Donc on s'éloigne de chez soi aussi parce que ça multiplie les opportunités. Si tu regardes juste à 20 minutes, 30 minutes de chez toi, à moins que tu sois dans une région très propice, on va dire, à l'achat de garage, le nombre d'opportunités que tu vas croiser, ça va être quand même beaucoup moins important que si tu as un rayon de 200-300 km. Ça implique effectivement de devoir se déplacer, mais grosso modo, vu qu'il n'y a pas d'entretien, qu'il n'y a pas de choses qui peuvent casser dans les garages, si tu vois une fois par an, c'est le bout du monde, quoi, hein. Donc grosso modo, tu peux acheter un petit peu loin, c'est pas très grave. Après, voilà, il y a des stratégies pour savoir déterminer ces zones de recherche, mais ça, c'est expliqué dans la Garage Academy notamment. Donc, on n'hésite pas à regarder un petit peu plus loin que chez soi pour augmenter ses chances d'opportunité. En termes d'analyse, souvent, la principale erreur qui est commise, et je le vois, c'est voilà, je reçois des mails du type alors Julien, voilà, je te joins Renta Garage 2 ou Renta Garage 1, le rendement c'est tant, les charges c'est tant, l'emprunt et ça fait tant de rendement. Est-ce que c'est une bonne affaire? Et on me dit la ville. En fait, pour moi, le rendement c'est un côté de la balance, mais il manque tout le reste. D'accord, donc c'est comme si tu me mettais des poids sur le rendement, tu me dis rien sur le reste, donc forcément c'est de l'air, et donc tu me demandes si c'est rentable. J'ai envie de te dire oui, c'est rentable, parce que j'ai pas les risques en face. D'accord, un investissement, c'est toujours j'ai une rentabilité, une rémunération, mais la rémunération, elle tombe pas du ciel pour rien, elle rémunère des risques en face. Et donc du coup, tout le boulot de l'investisseur, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la partie risque. La partie rendement, tu t'achètes Renta Garage 2, même si je ne veux pas payer, tu prends Renta Garage 1, ça suffit largement. Tu as le rendement de la première année, tu sais à peu près dans quoi tu vas t'engager. D'accord, ça ne veut pas dire que tu as tout optimisé, etc. C'est mieux d'avoir des outils un petit peu plus performants, mais tu as une idée. D'accord. Par contre, la partie la plus importante, c'est qu'est-ce que tu achètes. D'accord. Est-ce que tu achètes quelque chose en bon état, en moyen état ou en mauvais état? Et est-ce que tu t'en rends compte? Parce que effectivement, si, voilà, par exemple, là, au mois de juillet, j'ai été visiter un lot d'une quinzaine de garages. Je ne vais pas dire où parce que je ne sais pas s'il est vendu ou pas vendu. J'ai accepté de l'acheter et puis après je me suis rétracté juste avant de signer le compromis de vente. Pour la petite histoire, on était deux le jour de la visite et le deuxième c'était Guillaume, que je salue au passage, qui a suivi la Garage Academy avec moi. Donc on était deux, on est sur la même zone de recherche et donc forcément voilà, j'ai eu la priorité parce que j'ai appelé juste avant lui, donc j'ai eu la première visite et lui avait la deuxième. Je me suis rétracté parce que en fait sur le coup, je trouvais que le rendement qui était offert, on était autour de 12%. Il y avait quelques risques, mais c'était modéré.
Et puis en fait, je me suis mis à mal dormir et puis le matin, je me réveillais avec cette petite musique dans la tête qui me disait bon, il y a quand même plus de risques que prévu, mais bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis c'est arrivé un matin, et un deuxième matin, je me réveille en pensant ça. Et en fait, je me suis remis devant mon ordinateur et j'ai repris, on va dire, la fiche Select, qui est une méthode d'analyse des risques, justement. Et puis, je l'ai repassé au crible avec tous les défauts, on va dire, de ce lot-là, et puis aussi toutes ses qualités. C'est-à-dire que je fais un tableau, plus moins, les qualités, les défauts. Puis, je vois ça s'équilibre, ça ne s'équilibre pas. Et puis, je pondère, parce qu'il y a des défauts qui sont plus importants que d'autres. Sur un défaut, par exemple, de toiture ou de sécurité, qui était le cas, en fait, pour ce lot-là, et je les avais pas pondérés. Et pour moi, la sécurité, c'est important, parce que quand on a des problèmes de sécurité, c'est peut-être par exemple des incendies dans les garages. Ça m'arrive sur un lot. C'est vraiment compliqué à gérer, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Voilà, faut faire marcher l'assurance, c'est pas facile. Donc la sécurité, il faut faire attention. Et là, sur ce lot-là aussi en question, il y avait des gros problèmes de toiture. Ça se matérialisait comment? Donc c'était une toiture en amiante. Donc voilà, l'amiante, moi j'en ai partout dans mes garages. Ça ne me pose pas de souci à partir du moment où elle est en bon état, parce que c'est un matériau qui est très solide. Ça a été installé dans les années 60-70. Là, tu vois, on est en 2023, donc ça veut dire qu'il y a des toitures qui ont déjà 60 ans. C'est très rare, d'accord? À part l'ardoise qui a des durées de vie. Les toitures en ardoise, ça a des durées de vie pareil de 50-60 ans en fonction de la qualité de l'ardoise qui est choisie. Les tuiles, c'est 30 ans, tu vois, la durée de vie. Donc là, sur le fibro, on est déjà au double de la tuile. Donc ça, c'est des coûts, on va dire, qui doivent être anticipés. Il faut dire que ça coûte à peu près 120 € par mètre carré de déposer de l'amiante et de remettre une toiture à côté. Donc ça peut être pris en compte dans tes investissements. Du moment que c'est en bon état, moi, j'ai pas eu de souci avec ça. Par contre, effectivement, les garages où je soupçonne qu'il peut y avoir des fuites, et c'était le cas dans ce lot-là. Et ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu une tempête de grêle. Et en fait, les grêlons étaient passés à travers le toit. Et donc ça avait été réparé, mais vite fait mal fait, quoi. Ils n'avaient même pas changé la plaque entière, ils avaient juste mis de la rustine. Ça avait été fait au plus vite. Franchement, alors je doute pas que l'étanchéité, ça pouvait passer. Mais tu te dis, en fait, c'est déjà une toiture qui est fragilisée. Parce que s'il y a un grêlon qui passe à travers, quid de la vraie résistance en fait de cette toiture là. Donc il faut vraiment se méfier. Moi je te conseille de prendre une échelle, monter sur le toit, de regarder en fait la qualité du matériau pour vraiment pas te faire avoir. Donc ça, la sécurité, la toiture, la qualité d'emplacement, la demande locative, tout ça, ça fait partie en fait des risques qui sont à mettre dans la balance pour analyser entre le rendement et les risques, d'accord? Si, voilà, par exemple, moi j'ai souvent fonctionné avec une échelle de rendement, donc c'est 10%, 10, 8% et 6%, d'accord? C'est-à-dire que à la campagne, dans les trucs paumés ou avec des choses avec beaucoup de risques, je voulais du 10% net de charge. En ville, dans les villes moyennes ou les lots, on va dire, de qualité, je voulais du 8% net de charge. Et puis si on était dans des grandes villes avec de la bonne qualité, 6% net de charge, ça m'allait. D'accord, avec un espoir de plus-value à la revente. Okay, donc je fonctionnais avec ça et en fonction, voilà, on va dire de la capacité, facilité à obtenir de l'argent, des hausses des prix de l'immobilier ou quoi, j'ajuste à plus ou moins 1 ou 2 points cette échelle de rendement, et que voilà, dans les périodes fastes, j'accepte d'avoir des rendements qui sont un peu plus faibles, parce que effectivement, quand le livret A il était rémunéré à 0,5, si je peux avoir un lot de qualité correcte rémunéré à 6% net de charge ou 7% de charge, c'est déjà 2 ou 3 fois mieux que le livret A, et donc moi ça m'allait. Après, là, quand le livret A il est à 3,5%, je vais avoir du mal à acheter un lot à 6%, même s'il est très bien placé. D'accord, donc je vais plutôt réaugmenter mon échelle de rendement pour les années à venir, parce que dans un marché baissier, je vais attendre un peu plus de rendement. Donc on calcule un petit peu tout ça, parce que effectivement, les garages, ça s'analyse par rapport à une situation globale. Donc voilà pour ce que je pouvais te dire. En termes de marché, il y a des choses qui se passent en ce moment, c'est-à-dire que je me suis rétracté là sur l'eau de cet été, il affichait quand même 12% de rendement brut, donc c'était vraiment pas mal. Après, il y avait trop de risques, je trouve, pour ces 12% brut, et c'est pour ça que je me suis laissé avoir aveuglé, on va dire, par le rendement, et puis le vendeur aussi, l'agent immobilier, c'était
psychologiquement, tu vois, quand je regardais a posteriori, en fait, il m'avait fait des pièges psychologiques de vente classiques et j'étais tombé dedans, tu vois. Alors après, c'était désagréable parce qu'il a fallu que je l'appelle et que je lui dise que je laissais tomber, mais en même temps, il a joué avec moi, il m'a forcé un petit peu la main et je suis revenu sur ma décision. Il ne faut pas hésiter, quand on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur, à la corriger le plus tôt possible. Ça coûte beaucoup moins cher que si j'avais dû acheter le lot et me retrouver dans la panade après. Il y a aussi un lot que j'ai raté cette semaine, un petit lot à 1 heure de chez moi, au sud, vers Thouars, un lot de 2 garages plus une remise. Qui était vendu 18 000 € avec les frais de notaire, un petit peu moins. C'était vraiment intéressant. Je pense que là on était sur du 10% brut, avec peut-être une capacité d'amélioration parce que les surfaces quand même étaient assez grandes. Donc voilà, je me dis qu'avec la baisse des prix, là ça fait déjà 2 lots qui sortent, on va dire, avec des rendements qui sont bien au-dessus que ce qu'on voyait les années précédentes. Donc je pense que les agents immobiliers, comme il y a moins de ventes, moins cher, les commissions vont baisser, ils vont être moins rémunérés, ils vont avoir plus faim et donc du coup je pense qu'ils vont enchaîner pour avoir des prix plus accessibles et que nous on va en profiter au niveau des investisseurs. Bien évidemment ça demande quand même de rester au taquet. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo où je te donnerai des solutions pour surmonter tous les problèmes qu'on a vus aujourd'hui, de financement, de recherche, etc. Reste bien au taquet parce que voilà, ça sera l'ouverture en fait des inscriptions à la Garage Academy, qui est ma formation phare pour investir dans les lots de garage dans les petites et moyennes villes. Je t'ai prévu une promotion tip top avec un prix qu'on n'a pas vu depuis 2019, j'ai regardé, hein. Mais le nombre de places sera limité, d'accord, et les premiers inscrits auront des meilleurs prix que les derniers. D'accord, donc du coup, plus tu attendras et plus en fait tu auras un prix qui sera un petit peu moins intéressant et ce sera par tranche d'à peu près 50 €. Donc voilà, le premier inscrit aura le meilleur prix, le deuxième il paiera 50 € de plus et ainsi de suite. Donc ça veut dire reste bien au taquet, regarde bien les mails que je vais t'envoyer parce que effectivement il faudra être assez réactif pour profiter de la meilleure offre sur la Garage Academy. D'ici là, si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à la liker, à poster un petit commentaire, à la partager avec tes amis. Tout ça, c'est des choses qui m'aident beaucoup dans mon travail pour faire connaître les vidéos, le travail que je fais. Ça m'aide beaucoup, donc merci de liker, de partager et de laisser un commentaire. Et puis dans les commentaires, ce que j'aimerais bien que tu me dises, c'est si tu aimes ces nouveaux décors un petit peu verts et si ça te fait du bien de regarder parler investissement, mais en étant dans un cadre sympa comme ça. Et puis j'aimerais aussi que tu partages avec moi quels sont les blocages que tu rencontres en ce moment. Est-ce que ce sont des blocages d'ordre physique, d'accès au crédit, je ne sais pas comment chercher, je ne vois pas d'offre, bref, ce qui t'arabuse pour acheter le garage, voire des blocages psychologiques. Je sens que c'est pas le moment d'acheter ou j'ai peur de tel ou tel truc. Voilà, et comme ça, moi, ça me permettra de t'apporter une réponse personnalisée sous la vidéo, dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dans quelques jours. Surveille bien ta boîte mail pour vérifier les ouvertures de la Garage Academy.